produit sur lequel je travaille, c'est la cartographie nationale des lieux de médiation numérique. Et en fait, c'est plutôt un retour d'expérience où je vais vous expliquer pourquoi on n'a toujours pas de bac après un an en production, parce que les mois ont passé depuis. Voilà, on n'a toujours pas de bac. Donc au début, c'était une décision comme ça. Voilà, j'évoquerai par la suite pourquoi on a pris cette décision-là, puis aussi pourquoi et comment on a fait pour que ça dure aussi longtemps et pourquoi aujourd'hui on s'en passe très très bien encore maintenant. Donc alors, je suis Marc Gavanier, je suis ingénieur logiciel indépendant et heureux utilisateur de Indy. Ça marche super bien, c'est trop cool comme outil. Donc je suis donc je suis lead développeur donc sur la cartographie nationale des lieux de médiation numérique. Et avant ça, je vais vous faire un petit avant-propos de cette session. Donc d'abord, les questions sont bienvenues au cours de la session. Si y a des questions après, je les prendrai après. Mais si jamais il y a un truc qui n'est pas clair ou quoi, n'hésitez pas à couper. Les feedbacks sont les bienvenus. C'est possible que je fasse d'autres présentations, d'autres versions de cette présentation. Donc si vous avez des feedbacks, n'hésitez pas à me les faire, ça me fera super plaisir. Et puis à la fin de la présentation, vous aurez le lien vers le diaporama. Avant de commencer, je vais vous parler de Betagouv, parce qu'en fait je suis en mission chez Betagouv. Et Betagouv, qu'est-ce que c'est ? En fait, le but de Betagouv, c'est de créer des services qui ont de l'impact dans les administrations publiques. Donc en fait, le programme Betagouv, c'est un programme de l'État, donc il fait partie de la DINUM, Direction interministérielle du numérique, et on aide à améliorer les services publics par le numérique. Et concrètement, en fait, comment on fonctionne, c'est quoi notre fonctionnement c'est qu'on essaye déjà de construire rapidement une solution, un prototype ou voilà, une première version pour mettre très rapidement le produit dans les mains de l'utilisateur, de l'usager. Ensuite, on essaye à partir des retours qui nous sont faits par les usagers et les utilisateurs, on essaye d'apprendre un petit peu sur le terrain, en fait, quelle est la réception du terrain de ce qu'on a construit pour nous aider à construire la suite, pour aller dans la bonne direction. Et enfin, la troisième étape, c'est de mesurer en fait, notre impact pour être sûr qu'on avance toujours dans la même direction et que ce qu'on fait concrètement, ça sert vraiment à quelque chose, quoi. Et ça plaît aux utilisateurs, aux usagers, en tout cas, ils arrivent à tirer pleine satisfaction du service. Et pourquoi on fait ça ? En fait, pourquoi on travaille comme ça ? À quel problème on répond ? En fait, on répond à ça. En fait, c'est des produits qui ont été sortis par l'État et qui font les titres des journaux parce que c'est de l'argent dépensé, parfois des centaines de millions d'euros dépensés, qui ont été confiés à des grosses boîtes pour travailler en tunnel sur une application. Une fois qu'elle arrive en prod dans les mains des usagers, on se rend compte que ça ne répond pas du tout aux besoins, ou alors carrément ça ne fonctionne pas aussi, le cas est possible. Et du coup, on a perdu du temps, de l'argent, et tout ça, c'est avec nos impôts, bien sûr. Donc on essaye d'éviter ça. Donc maintenant que je vous ai donné un peu le contexte de Betagouv, ça va vous donner quelques clés pour comprendre comment on a construit notre produit. Je vais vous parler de qu'est-ce qu'on construit concrètement. Qu'est-ce que c'est la cartographie nationale des lieux de médiation numérique ? 13 millions, c'est le nombre de Français qui sont éloignés du numérique aujourd'hui. Et donc ça pose un réel problème parce qu'il y a les administrations de proximité qui commencent petit à petit à déserter les campagnes et les villes aussi. Et donc on a beaucoup d'usagers qui se retrouvent démunis parce qu'on leur dit si, vous pouvez tout faire en ligne, mais ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont pas Internet. Et même s'ils avaient un ordinateur Internet, ils ne sauraient même pas s'en servir pour certains. Et donc ces personnes-là, plutôt que de les laisser sur le carreau pour qu'ils puissent accéder à leurs droits, on veut leur fournir un accompagnement. Et nous, pour fournir cet accompagnement, alors nous on ne fait pas directement l'accompagnement, mais en fait il y a énormément d'associations, il y a énormément de travail qui est fait sur le terrain, et nous ce qu'on veut c'est rendre plus visible ce travail-là, et notamment on veut le rendre plus visible pour les travailleurs sociaux. Je vais prendre l'exemple d'un conseiller Pôle emploi, il doit aider quelqu'un à retrouver un emploi. Le problème c'est que cette personne dans son métier aujourd'hui, ça a un peu évolué, et les techniques font que on a beaucoup besoin d'utiliser un ordinateur pour faire ce métier-là, et que cette personne, elle ne sait pas en faire en fait. Et le conseiller Pôle emploi, lui, il peut rien faire en fait. Si le marché fait qu'on a besoin d'avoir des compétences en informatique et que la personne ne l'a pas, on est sur un blocage. Et en fait, ce travailleur social, donc le conseiller Pôle emploi, il va être à même de rediriger la personne vers quelqu'un qui pourra le former et faire monter en compétence la personne sur les
parfois les b.a.-ba ou même de manière un peu plus avancée sur l'utilisation du numérique. Et ensuite, cette personne-là, une fois qu'elle a on va dire le bagage nécessaire pour travailler, elle pourra être réorientée vers l'emploi. Mais en fait, il y a plein d'autres exemples où il y a des travailleurs sociaux qui ont besoin, qui peuvent pas répondre directement à la demande, mais qui ont besoin de réorienter. Et nous, c'est vraiment cet outil qu'on fournit, c'est un outil qui permet de réorienter les personnes vers quelqu'un qui peut assurer la formation des personnes. Et donc, maintenant que je vous ai parlé de ce qu'on fait, je vais vous parler de combien on est. Donc, on n'est pas beaucoup. Donc, on a une chargée de support à mi-temps. On a un UX designer, un chargé de produit et 2 développeurs. Alors ça, pour Betagouv, c'est une énorme équipe. Là, on est beaucoup en fait. Il y a beaucoup de produits qui sont faits avec beaucoup moins de personnes que ça. Mais après, en tout état de cause, on est quand même, faut se rendre à l'évidence, on n'est quand même pas beaucoup, on n'a pas mis le bras. Et donc, si on veut être efficace et avoir de l'impact, il va falloir trouver des petites techniques, des petits, en fait, des petits avantages desquels on peut tirer parti à droite à gauche. Et c'est ça qu'on va essayer de faire. Et pour que vous ayez un petit peu plus de vision sur une particularité de notre produit, je vais vous parler un petit peu de nos utilisateurs qui sont assez multiples. Pour vous donner un petit peu de vocabulaire pour la suite, parce que comme ça je pourrais les balancer sans que, sans que ça pose souci. Donc je vais parler des coordinateurs de hub. Donc un hub c'est une structure à l'échelle régionale qui est chargée de faire l'animation et la collecte de l'offre de médiation numérique sur son territoire. Donc pour la région Rhône-Alpes c'est Inora, voilà, donc il collecte un petit peu, il référence un petit peu tout ce qui existe et il le rend visible à l'échelle régionale. Donc on a des travailleurs sociaux, je viens de vous en parler, donc qui sont là pour vraiment réorienter les usagers. Et on a aussi des chefs de projet numérique donc dans les collectivités territoriales, donc ça peut être à l'échelle de la métropole, donc la métropole de Lyon par exemple, ou à l'échelle départementale, donc qui eux aussi travaillent en pair avec les hubs pour référencer et animer l'offre de médiation numérique vraiment sur le terrain, mais à l'échelle plus locale. Et voilà, maintenant que vous savez vraiment ce qu'on fait, avec qui, pourquoi, je vais vous parler de comment on a construit ça en fait. Donc déjà, notre première étape, évidemment, comme je vous l'ai dit avec Betagouv, c'était d'avoir une première version rapidement en ligne en fait. Et nous, rapidement, on voulait un truc en ligne en 2 semaines. Donc on voulait vraiment une cartographie qui puisse montrer l'offre. Évidemment, mettre ça en ligne en 2 semaines, faut aller très vite quoi. Ou alors on s'appuie sur ce qui existe déjà. Et on s'appuie justement sur un produit de la métropole de Lyon qui s'appelle Résine. Donc c'est le réseau de l'inclusion de l'inclusion numérique donc sur l'échelle de la métropole. Et en fait, c'est exactement ce qu'on veut faire. Sauf que eux, ils sont à l'échelle de la métropole et nous, on veut faire juste la même chose, mais à l'échelle de la France. En fait, tout simplement. Donc leur code est open source, super. On allait voir, on dirait est-ce qu'on peut faire un fork et mettre ça en ligne et voilà, et c'est notre première version. Ils ont dit ok, bon bah voilà, on a fait un fork et on l'a mis en ligne. On a quand même un petit peu élagué tout ce qui était peut-être un peu plus compliqué à migrer et qui nous intéressait pas dans un premier temps. Donc il y a toute une partie actualité, puis il y avait l'API bien sûr. Alors pour l'instant, nous l'API, les données de la métropole de Lyon, c'est cool, mais nous on veut plutôt afficher plus de données à l'échelle nationale. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris leur front, on l'a publié, et puis pour les données, en fait, on a fait un call sur l'API, on a récupéré les points que vous voyez là, on a mis ça dans un fichier JSON, et en fait, au lieu de migrer l'API et de faire l'appel à l'API, en fait, on rend directement le JSON dans la carte. Voilà. Comme ça, on avait déjà une première version avec des points, donc l'offre est visible à l'échelle de Lyon, mais au moins ça c'est fait. Donc voilà, les données initiales dans un fichier JSON. Et voilà, et ce qu'on voulait, nous, c'est ajouter des données pour qu'il y en ait un petit peu plus. Et en fait, on a accès à la base des conseillers numériques France Service, donc qui sont 4000 conseillers numériques déployés sur le territoire national pour aider justement les usagers gratuitement à monter en compétences. On a récupéré cette base, et en fait, c'est ça l'essentiel du travail pendant les 2 semaines, au final, c'est de rendre cette base-là compatible pour qu'elle puisse être affichée dans cette cartographie. Et pouf, ça y est, on a... 4000 points qui sont affichés sur une cartographie à l'échelle nationale. Voilà, on rend visible une offre. Donc ça déjà, la mission, elle est remplie. Elle est très basique, mais au moins elle est remplie, on a quelque chose en ligne. Et ensuite, on a commencé à faire des fonctionnalités, voilà, des évolutions qu'on nous a demandé. Donc nous, ce qu'on voulait faire, donc là déjà, on affichait l'offre, c'est bien, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est orienter les bénéficiaires. En fait, on veut pouvoir savoir quel est le lieu vraiment qui répond le mieux aux besoins à proximité. Donc on a développé alors la première idée qu'on peut avoir, enfin, en tout cas moi j'ai quand on me demande une telle... Oui, pardon. Ah. Alors, comment je peux faire? Ouais, je vais voir comment... non, pas comme ça.
Euh, Alors, comme ça, donc j'arrête le partage. Je refais le partage. C'est le 2 de mémoire. Hop. Est-ce que c'est bon? Ok. Et là, elle fonce comme on a dit. Non, pas elle fonce comme ça. Euh, Tac. Et tac. Et non, c'est pas celle-là. Voilà, comme ça. Alors, j'en étais où? Voilà, on voulait mettre en place. Voilà, donc première étape. Donc, moi, on me demande une fonctionnalité. Je dis, bah, je dois faire un filtre. Le filtre, logiquement, je vais le faire côté back pour filtrer ma base de données, mais j'ai pas de base de données pour l'instant. Donc, bah, je vais pas le faire côté back. On s'est dit, bah, pour l'instant, on va le faire plutôt côté front. Donc, bah, c'est ce qu'on a fait. On a fait un système qui permet de filtrer notre fichier JSON, en fin de compte, qu'on a à côté front. Et voilà, ça marchait bien, c'était une première version, voilà, c'était satisfaisant. Euh, mais le souci, c'est que par la suite, en fait, on collecte des données, donc j'ai dit des conseillers numériques. Le problème, c'est que des conseillers numériques, ils mettent à jour leurs données en permanence et tous les jours, il y a des nouveaux lieux. Et nous, il faut qu'on les récupère à un moment, il faut qu'on synchronise ces fichiers JSON. Donc avant de parler de la synchronisation, je vais déjà parler de la standardisation. Parce qu'en fait, à ce moment-là, au tout début de la création de notre produit, il y a voilà, donc ça c'était le besoin de vouloir pouvoir publier et mettre à jour les fichiers. En fait, il y a un standard qui était en train de se créer, donc qui était orchestré donc, à l'initiative de la Mednum et d'activistes pour proposer en concertation avec tous les acteurs de la médiation numérique un moyen de décrire qu'est-ce que c'est du point de vue métier un lieu de médiation numérique. En fait, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y trouve, à quoi ça ressemble les données pour que tout le monde collecte et on parle un peu tous de la même chose, des mêmes données. Donc nous, ça nous a intéressé de se lier à ça pour apporter notre pierre et puis pour en savoir un petit peu plus sur le métier et tout ça, parce que nous, on démarrait à ce moment-là. Et donc, on a carrément rejoint le comité de pilotage du standard, où on a rencontré tout le monde et en fait, on a vraiment contribué à l'élaboration du standard. Alors, peut-être plus avec un angle technique qu'un angle métier. Mais en tout cas, nous, c'était très intéressant parce que ce standard-là, en fait, on a dit, ça va être le standard de notre carto. Et on a très très vite adopté pour que ce soit en fait, le moyen de manger les données dans notre carto, c'est d'être conforme à ce standard-là. Et donc voilà, le standard, vous pouvez après aller voir sur le lien à quoi il ressemble, mais c'est quelque chose d'assez basique, mais qui décrit assez bien le métier et les données qui sont collectées. Et en fait, les effets positifs de ça, donc déjà, comme on était les premiers à utiliser le standard, donc on a été mis en avant, on était toujours l'exemple qui était pris auprès de tous les acteurs qui nous intéressaient, parce que c'était nos interlocuteurs. On dit, voilà, par exemple, sur la carto, ça marche comme ça, tout ça. Donc ça nous fait une mise en avant un peu gratuite, juste le fait d'avoir participé à ça. On a pu aussi éprouver le standard avec la réalité de nos données. Donc là, on a détecté en fait des problèmes. On a même apporté des corrections directement, des suggestions. Donc voilà, on était assuré que le standard, en ayant pris les devants, il correspondait exactement à ce qu'on voulait faire et que c'était pas quelque chose qu'on allait nous coller plus tard alors que ça correspond pas à notre application. Ensuite, là, c'est des trucs qu'on avait un peu anticipé. Par contre, là, j'arrive sur les trucs qu'on n'a pas du tout anticipé parce que moi, j'y connais pas grand-chose. Enfin, en processus de standardisation de données et surtout dans l'état, en fait, comment il fonctionne. Et en fait, une fois que le schéma standard a été défini, il est publié sur une plateforme qui s'appelle schema.data.gouv. Et ça, c'est super parce que ça, automatiquement, ça donne accès à un outil de tableur standardisé qui permet d'entrer ces données et de les valider. Et ça donne aussi accès à un outil de vérification du standard. Donc on upload son fichier, ça va vérifier que c'est conforme, et si c'est conforme, ça passe. Donc nous déjà, on voulait faire un formulaire pour pouvoir publier les données en masse. On a déjà des outils en fait qui nous permettent de le faire alors qu'on ne les a même pas demandé. Donc voilà, j'ai assisté à 2-3 réunions en donnant mon avis, en faisant des petits tests dans mon coin, et j'ai créé 2 fonctionnalités juste en assistant à des réunions, donc plutôt rentable comme système.
Alors ensuite, ce qu'on nous a demandé, on a dit bah ok c'est cool votre carte, mais voilà moi je suis une structure, je fais de la médiation numérique, je veux apparaître sur votre carte, comment je fais? Alors là on s'est dit bah là game over, là on peut plus quoi, on est obligé de, on va créer un formulaire des lieux de médiation numérique, ça veut dire qu'il faut un espace utilisateur sur lequel on peut se connecter, on peut donc créer son offre, venir la modifier, tout ça, enfin voilà game over, voilà, là, on va pas y échapper, on a une API. Eh ben non, parce qu'à ce moment-là, en fait, au moment où on crée notre standard, on était en contact avec Dora qui travaillait aussi sur leur standard. Et Dora, qu'est-ce qu'ils font? Ils référencent l'offre de l'inclusion au global. Donc l'inclusion, ça peut être la mobilité, ça peut être le handicap, ça peut être l'insertion professionnelle et la médiation numérique. En fait, nous, on est un sous-ensemble de Dora. Et Dora, ils ont construit un super outil qui permet de référencer son offre, donc déjà sa structure, dire le lieu, l'adresse, tout ça, et de référencer l'ensemble de l'offre de service. On nous a dit bah c'est super en fait, bah, le formulaire c'est vous, nous on va pas le faire, hein, c'est très bien. Le souci c'est que le formulaire il est très complexe parce qu'en fait eux ils recensent l'insertion au global, donc c'est un formulaire qui est très très générique et du coup quand on a fait des tests utilisateurs en leur soumettant ce formulaire, ils ont dit ouais vous demandez trop, moi je fais juste de la médiation numérique, vous me demandez trop quoi, moi je veux faire quelque chose de juste plus simple que ça. Et donc ce qu'on a proposé à Dora, c'est de faire une contribution open source sur leur repository en disant ce qu'on va faire, c'est que quand on choisit la thématique numérique, parce qu'on peut choisir la thématique du service, là, on bascule sur un autre formulaire qui est vraiment adapté à la médiation numérique. Et nous, on a l'expertise parce que on a travaillé pendant des mois sur un standard avec tous les acteurs de la médiation numérique autour de la table. Donc, on sait que notre truc, il est fiable. Et donc, ils ont dit, ok, allez-y. Donc, j'ai appris à faire du Svelte et j'ai fait le formulaire qui me va bien. Ça m'a pris 2 semaines, mais voilà, le temps d'apprendre Svelte et de faire le formulaire. Mais au final, ça m'a pris beaucoup moins de temps que si j'avais dû faire tout le bazar pour le faire moi-même de mon côté, quoi. Les effets positifs de Dora, donc déjà par rapport à Dora ils ont eu une fonctionnalité supplémentaire qui était dans leur roadmap d'ailleurs, ils disaient de leur côté, ça serait bien que les thématiques ils puissent avoir des formulaires dédiés, tout ça, nous on a fait notre part, on a fait le formulaire de la médiation numérique, c'est prêt, c'est en prod, ça marche. Et ensuite, ce qui est bien de leur côté, parce qu'ils nous apportent beaucoup de choses, mais déjà de l'expertise dans le maintien à jour de toutes les données, parce que ils existaient depuis plus longtemps que nous, et ils avaient pu réfléchir à toutes ces problématiques de oui, mais les données au bout d'un moment elles sont plus à jour, faut relancer les gens, donc ils font des campagnes de mail automatiques, tout ça, moi j'aurais dû le développer si j'avais fait mon propre formulaire, tout ça c'est fait, pas besoin, donc ça c'est tant mieux. Et puis aussi, donc l'effort de déploiement de Dora, c'est-à-dire que Dora, eux, ils veulent déployer leur outil sur le terrain pour que tous les acteurs de l'insertion l'utilisent. Et parfois, ils croisent des acteurs de la médiation numérique et ils leur disent utilisez Dora. Et c'est chouette parce que quand ça marche et que ces acteurs-là utilisent Dora, ils viennent sur notre cartographie, donc on gagne des utilisateurs gratos. On n'a pas besoin de faire de déploiement, c'est eux qui déploient l'outil dans leur coin. On les aide parce que nous, on met en avant Dora, mais bon, ils le font très bien, ils sont plus nombreux que nous, donc c'est tant mieux. Et ensuite, il y a toutes les futures fonctionnalités que vont faire Dora, bien sûr, qui vont être bénéficiées à nos utilisateurs qui vont se référencer sur Dora. Et donc là, j'ai un super exemple par ça, parce que je vous avais parlé des utilisateurs qu'on adressait. Il y avait les collectivités territoriales, comme les départements, et souvent, un reproche qu'ils nous faisaient, c'est dire ok, votre truc c'est bien, mais les structures, elles peuvent se référencer elles-mêmes, mais moi, en tant que département, je dois animer un réseau de structures, de peut-être 100 ou 200 structures, et j'ai besoin de les gérer. Ceux qui mettent pas à jour leurs données, tant pis, je le fais à leur place, je leur passe un coup de téléphone, je leur dis de faire gaffe, de tout ça. Et en fait, tout ce travail d'animation, ça n'existait pas. Et en fait, alors là, il y a peut-être eu un petit manque de communication de notre côté entre notre équipe et Dora, parce qu'on s'est dit, ouais, mais non, Dora, ça va pas le faire, on va être obligé de faire notre système de gestion à l'échelle d'une collectivité territoriale. On commençait un peu à paniquer, puis un jour, voilà, on se dit bon, allez, on va faire un point avec Dora, et Dora, il nous dit ah mais si, en fait, on est en train de travailler dessus, là, c'est en prod dans 2 semaines, là, c'est bon, souvent 2 semaines, quoi. Euh, c'est bientôt en prod, là, non, calmez-vous, c'est bon, ça va aller. Puis là, du coup, tant mieux, voilà, une fonctionnalité qui arrive, on en avait vraiment besoin, ça commençait vraiment à nous faire mal, on n'a même pas eu le temps de commencer le développement que c'est déjà développé, en fait, donc ça, c'était cool. Et puis, j'imagine encore tout ce qui va suivre avec Dora, mais ça sera super. Et non, on va aller dans l'autre sens. Et puis voilà, dites-le nous une fois. Alors ça, c'est super important pour les utilisateurs parce qu'il n'y a rien de plus énervant de saisir tout le temps les mêmes données sur plein de formulaires partout. Nous, on n'est pas le formulaire de plus, on a 0 formulaire. On dit d'aller sur Dora et voilà, on est très content de ne pas être ce formulaire de plus qui embête tout le monde et qui doit être saisi tout le temps. Voilà.
Alors, ensuite, il y a une autre problématique, c'est que, ben, voilà, comme ça marchait bien notre truc, on s'est dit, bon, bah, on va collecter plein de données à droite à gauche. Le problème, c'est qu'à un moment, on a besoin de les fusionner. Quand on a des données voilà, à récupérer de plein de sources, donc déjà, on doit les normaliser, les standardiser. Donc, j'ai déjà parlé du standard, donc ça, c'est une première partie. Et ensuite, une fois que c'est standardisé, on doit les agréger. Donc là, on s'est dit, bon, ben voilà, on va être obligé de créer un bac pour au moins faire le merge, voilà, vérifier qu'il n'y ait pas de doublons, tout ça, bon, bah tant pis. Et ben non, parce qu'on on s'est intégré avec Data Inclusion. Alors Data Inclusion, ils sont très potes avec Dora, parce qu'en fait, ils font une API des données de l'inclusion. Et donc, bah, du coup, les données de la médiation numérique, autant dire qu'on les intéresse énormément parce qu'on en transforme beaucoup et c'est quelque chose qu'ils veulent référencer. Le problème, c'est qu'ils ne suivent pas le schéma du standard de la médiation numérique. Donc, on ne peut pas directement brancher l'API sur la carto et pouf, ça marche. Ça, c'est dommage. Et bah, pour ne pas faire d'API, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des scripts de conversion, tout simplement, entre nos schémas, donc qui permet de passer. Alors, on est très proche parce que eux, ils aiment bien notre expertise, parce qu'on connaît très bien la médiation numérique. Du coup, on leur suggère des modifications et ils disent ah ouais, ok, vous avez raison. Donc, du coup, bah, à la fin, nos schémas, ils sont assez proches. Donc, pour faire la transformation, c'est assez simple. Et donc voilà, j'ai fait un script de conversion dans les deux sens. Et ce script, bah, on le lance juste avec une tâche cron GitHub qui récupère toutes les données, les transforme. Après, ça, je dirais ce que ça en fait plus tard. Et de l'autre côté, bah, on leur expose et ils peuvent intégrer nos données. Et donc ça, c'est super parce que déjà, bah, ils profitent, comme j'ai dit, de notre expertise qui est liée à la médiation numérique, où ils vont carrément modifier leur schéma pour voilà, prendre en compte notre vision des choses, qui est plus proche du métier. Bah, on est un gros fournisseur des données de médiation numérique parce que nous, comme on passe pas du temps à développer des fonctionnalités et on fait quand même des trucs, et dans les trucs qu'on fait, bah, on récupère toutes les données, on les transforme et on les envoie. Donc bah, forcément, on a beaucoup de temps, donc, comme on ne développe pas par ailleurs, donc on en fait beaucoup, donc ils sont super contents de ça. Eux, ils s'occupent du dédoublonnage des données, ça c'est tout un sujet. Alors, bon, bah, avec voilà, voilà, comme on collecte plein de sources de données différentes, en fait, parfois qui sont à des échelles territoriales bah, qui se recoupent, par exemple, département du Rhône, métropole de Lyon et région avec Inora, donc région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, bah, forcément, on a des doublons, voire même plus. Et donc, eux, ils se chargent, enfin, ils nous aident en tout cas à dédoublonner tout ça parce qu'ils en ont besoin, eux, pour leur API, bah, qu'elle soit propre et qu'il n'y ait pas trop de doublons. Et ensuite, ce qu'ils ont fait aussi, donc ça, on ne savait pas, ils ont fait un outil de sirétisation semi-automatique. Alors nous, les sirettes, c'est super chaud à récupérer. Les gens ne les saisissent jamais, c'est horrible à saisir un sirette. Donc voilà, nous, c'est vraiment chiant parce que c'est une donnée qui est intéressante pour nous, pour justement dédoublonner. Enfin, c'est une donnée qu'on aime bien avoir. Et ben eux, comme c'était un problème pour eux aussi, ben, ils ont commencé à faire un outil de sirétisation qui permet de automatiquement sirétiser une partie des données. Et puis, il y a une interface graphique qui permet de venir à la main, voilà, avec un opérateur, compléter les sirettes qui pourraient manquer. Donc bah, ça, voilà, pareil, c'est gratuit, on n'a pas développé, mais on l'utilise et c'est cool. Et alors, à la fin, donc là, je vais laisser sur un truc, c'est, ok, on partage les données, mais comment on les partage? En fait, comment on fait le lien avec Data Inclusion, puisqu'on n'a pas d'API. Eux, ok, ils ont une API, on peut récupérer, mais nous, on n'en a pas. Donc, comment on fait le lien? Et ben en fait, voilà, bah, le truc c'était qu'on pouvait se dire, on va dire, si on avait fait une API, bah, on aurait exposé comme eux un endpoint sur lequel ils auraient pu se connecter et récupérer les données. Mais comme on n'a pas de bac, on n'a pas fait ça. On a publié nos données sur DataGouv. Alors DataGouv, qu'est-ce que c'est? C'est un super site. Même en tant que particulier, je vous invite à y aller parce qu'il y a tout en fait. Il y a énormément d'informations. Et en fait, nous, ben, toutes les données qu'on transforme, on les publie sur DataGouv tout le temps en fait. Tout ce qu'on transforme, c'est publié sur DataGouv. Et en fait, on a même développé, on le fait tellement souvent qu'on a développé une interface en ligne de commande qu'on lance automatiquement, bah, justement avec le cron dont j'ai parlé tout à l'heure, qui permet d'automatiser donc la transformation dans un premier temps et la publication sur DataGouv. On le fait tous les jours. Et donc comme ça, en se connectant aux API, aux sources des données, enfin aux API des sources des données, voilà, qui sont à l'échelle départementale ou régionale, on transforme tout ça et on publie tout sur DataGouv. Alors, ce qui est chouette, c'est que nos données, elles sont disponibles en open data par construction. On n'a pas d'effort à faire pour dire ah, ce serait bien d'ouvrir nos données. Non, nos données, elles sont ouvertes parce que c'est le système qui fait que c'est ouvert, quoi.
DataGouv, c'est devenu vraiment notre Google Drive maintenant. C'est notre plateforme d'échange avec Data Inclusion, c'est-à-dire que eux, Data Inclusion, leur API, ce que fournit leur API, ils le publient sur DataGouv. On le récupère d'ailleurs de ce moyen-là, parce que nous, c'est plus simple pour nous. Et nous, tout ce qu'ils veulent récupérer, tout ce qu'on transforme, ils le récupèrent directement sur DataGouv. En fait, c'est notre interface d'échange DataGouv. Ce qui est bien, c'est qu'on a de l'information à propos de l'intérêt qu'ont nos données. C'est quelque chose qu'on ne pourrait pas capter autrement. C'est-à-dire que sur DataGouv, il y a tout un système où on va pouvoir se déclarer en tant que réutilisateur des données, dire pourquoi on les réutilise, pourquoi elles sont intéressantes, faire des commentaires, tout ça. Enfin, c'est vraiment une plateforme d'échange. Et donc, du coup, on a appris comme ça que nos données étaient réutilisées par un autre service. On voit les gens qui les mettent en favori, tout ça. Enfin, vraiment, on a un contrôle sur qu'est-ce que deviennent nos données et qui. Enfin, après, faut que les personnes jouent le jeu, mais si elles jouent le jeu, on voit vraiment à quoi ça sert derrière. Et puis aussi, ça facilite l'intégration de la cartographie en marque blanche, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que notre cartographie, on l'a fait pour nous, mais ce qu'on veut surtout la faire, c'est la faire pour les autres. En fait, nous, si personne ne va sur notre site, on est très content. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre cartographie, elle équipe les départements et les territoires qui n'ont pas de gros moyens, de gros services en informatique. Donc, une intégration facile en marque blanche à base de copier-coller pour qu'ils puissent avoir la cartographie à leur échelle sur leur site sans difficulté. Et je vais vous montrer d'ailleurs comment on fait ça. Alors une petite démo. Donc là, on arrive sur le GitHub avec... alors je vais peut-être enlever le plein écran. Voilà, sur le GitHub avec une petite documentation qui explique comment on intègre. Alors je suis perdu. Voilà, hop, on va aller sur W3School. Et on va, alors je détaille beaucoup parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne sont pas très à l'aise avec le HTML, alors je détaille beaucoup, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est ça. Donc je vais venir faire un copier. Alors je vais peut-être dézoomer un peu pour qu'on y voit quelque chose. Hop. Enfin, vous me dites si vous ne voyez pas, mais bon, c'est pas très intéressant finalement, c'est de voir l'intégration. Je fais run, et voilà. Alors là, je suis donc sur la cartographie, j'ai intégré la cartographie sur une page web. Donc là, la techno, c'est juste des web components. Donc en fait, notre application, on la build pour nous, mais on fait aussi un build en web component qu'on publie sur NPM. Et ensuite, avec le CDN JS Deliver, on vient récupérer tout ça sur notre organisation de la cartographie nationale sur NPM. Et puis voilà, ça s'intègre, ça marche bien. Ça marche bien, mais là, on voit qu'on a toutes nos données, là, nos 17 000 lieux. Donc nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de pouvoir filtrer. Et donc, pour avoir vraiment les données à l'échelle territoriale. Et donc, pour faire ça, en fait, je vais revenir sur la présentation. Je vais vous montrer un petit peu notre organisation sur DataGouv. On a notre organisation donc sur DataGouv. Et là-dessus, en fait, on a l'ensemble de tous les jeux de données qu'on traite, qu'on transforme et qu'on standardise. Et par exemple, on va prendre celui d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ce qui est bien avec DataGouv, c'est que les données, on peut avoir... Alors non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ce bouton-là. On peut avoir une URL stable. C'est-à-dire quand on la met à jour, la donnée qui est derrière, parce qu'elle va évoluer, nous, tous les jours, on la met à jour, mais on a cette URL qui ne change jamais. Et cette URL-là, on va pouvoir, en fait, finalement, alors là, c'est un fichier au format JSON. Donc j'ai une URL qui me retourne un fichier au format JSON. Ça ressemble pas mal à une API. Et donc, on va tester ça. Hop, je vais là-dedans. Je déclare dans mon composant la source. C'est pas pratique d'avoir pas le clavier devant. Hop, égal. Ouais, c'est bon. Hop, tac. Hop. Et là, voilà, donc j'ai les données en Rhône-Alpes. Et ce que je peux faire, si je vais voir, hop, un petit peu plus loin dans le tutoriel. Alors, il y a plein de trucs qu'on peut personnaliser. Mais ce qui m'intéresse, c'est voilà, pour que ce soit un peu plus propre, de changer le zoom et la localisation par défaut sur le département, enfin la région plutôt. Tac. Ah, tac. Ouais, c'est bon. Non, c'est pas bon. C'est pas ça que je voulais faire. Non, c'est pas ça non plus. J'ai dû me planter. Okay. Hop, voilà, run. Et voilà, je suis allé. Bon, c'est
très zoomé, mais je suis à l'échelle régionale. Donc voilà la facilité d'intégration qu'on veut donner à nos utilisateurs. Et ce qu'on ne veut pas dire à nos utilisateurs, c'est pour utiliser notre système, vous devez développer votre API. Nous, ce qu'on leur dit, c'est donnez-nous vos données, on les transforme, on les publie. Une fois que c'est publié, vous faites un copier-coller et ça marche. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'aurait pas été permis si on avait plutôt opté avec un fonctionnement, enfin, qui aurait été beaucoup moins facile si on était parti sur une API. Alors, on va revenir là-dessus. Tac. Voilà. Oui. Ouais. Oui, alors la question c'est est-ce qu'il y a des problèmes de cross-domaine. En fait, il suffit avec la CSP, donc la Content Service Policy, indiquer les domaines qu'on veut autoriser, et puis normalement, ça fait l'affaire. Ah non, non, ça, c'est la CSP, c'est un header qui est côté back, mais qui concerne, qui concerne le navigateur. Donc au final, DataGouv, eux, ils exposent juste les fichiers, ils sont disponibles, il n'y a pas de problème de cross-domaine du tout, de leur côté à eux en tout cas. Alors, les étapes clés de la construction, donc pour faire un petit peu un résumé, donc au départ, on est parti d'une version initiale avec juste un fichier JSON. Donc là, on ne s'était pas dit que c'était une stratégie, on voulait juste un truc rapide. Là, on a travaillé au moment de notre lancement sur un cadre pour uniformiser tout ça, pour voilà, dire quel est le standard pour se connecter et fournir des données à notre cartographie. On a proposé Dora comme outil pour collecter les lieux. On collecte donc ça nous laisse le temps de collecter et transformer un max de données et de les partager à Data Inclusion pour que derrière, on récupère tout sur DataGouv et on affiche ça dans la cartographie. Et aujourd'hui, en fait, ce que je vous ai pas précisé, c'est que nous, on a bien sûr un jeu de données qui concerne tout ce qui est agrégé, et c'est ce jeu de données-là sur DataGouv qui est notre back, en fait, qu'on expose. Nos données en prod, en fait, c'est DataGouv, quoi. Alors, quelques limitations. Déjà, il peut y avoir des soucis de performance auxquels qui peuvent commencer à pointer le bout de leur nez. C'est parce dans le cas où on a une intégration avec beaucoup de données, là, ce qu'on a en prod, ça représente donc 17 200 lieux, un peu plus. Ça fait 1,62 mégas en transfert et 15 mégas à traiter. C'est-à-dire que moi, comme j'ai 17 000 lieux, j'ai mon fichier JSON. Si je veux afficher la vue de détail d'une structure, je dois le rechercher dans mon fichier JSON et voilà, je parse les 15 mégas, quoi. Donc, avant, on était dépendant en fait de la connexion de l'utilisateur, c'est-à-dire que s'il avait une connexion pourrie, c'est difficile de récupérer les données côté back. Maintenant, on dépend de la machine de l'utilisateur, c'est-à-dire que s'il a une bonne machine, ça va aller vite, et s'il a une machine pourrie, un Windows XP dans le fin fond d'une administration, là, ça va être plus compliqué. Donc voilà, donc on change juste de facteurs limitants. Après, dans la réalité des faits, on a tous un téléphone, et sur téléphone, c'est fluide, ça marche bien. C'est juste, alors pour que ce soit fluide, ça veut dire que il faut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que là où il y a des optimisations à aller chercher, il faut aller les chercher côté front. Donc c'est vrai qu'au début, quand on n'avait pas trop de données, on faisait pas trop gaffe au calcul des horaires d'ouverture. On les calculait un peu à tire-larigot. On a vu que c'était une opération, les données augmentant qui nous coûtait. Et donc là, on a vraiment optimisé pour vraiment calculer les horaires que pour ce qui était strictement affiché. Et donc ça nous permet d'avoir aujourd'hui une application fluide. Mais voilà, on a ces problèmes-là qui commencent à arriver. Donc faut faire gaffe à ça. Il faut avoir des partenaires sur qui on peut compter, parce que si Dora nous avait dit non, pas de contribution open source, ou si jamais l'API Data Inclusion il disait non, on n'ouvre pas notre API, enfin voilà, si on avait ces problèmes-là, là d'un seul coup, ça marche beaucoup moins bien, quoi. On a de la perte partielle de la maîtrise du produit, c'est-à-dire que Dora, ils font leur interface de gestion à l'échelle départementale, mais ils nous ont pas consulté pour le faire. En fait, d'ailleurs, on savait même pas qu'ils le faisaient. On est très content qu'ils l'ont fait, mais on n'a pas eu la main dessus, en fait. Donc après, on sait qu'ils font bien les choses, mais voilà, c'est encore une fois avoir à mettre en corrélation avec le point supérieur. Voilà, c'est quand même une limite, quoi. Ensuite, il faut une bonne architecture, parce que nous, à tout moment, on peut avoir besoin d'une fonctionnalité que là, on dit, non, cette fois, c'est vraiment chaos, quoi, on a besoin de faire l'API. Donc, il faut être capable de le faire à tout moment, et aujourd'hui, on peut avoir une API assez facilement. S'il y a besoin de le faire, on peut le faire, mais il faut pouvoir le prévoir, quoi. Et puis, c'est pas magique, il faut un peu de code, hein. C'est pas parce que je dis qu'on fait pas qu'on n'a pas de bac, qu'on fait pas de code, donc on a au moins les scripts de transformation. Voilà, la transformation, la standardisation des données, c'est un gros sujet, surtout quand on convertit des horaires en horaires OSM et qui sont saisis en texte libre. Voilà, c'est un gros sujet. Donc il y a du code à faire quand même. Et puis
voilà, on a aussi une nouvelle classe de problèmes, c'est que les problèmes de notre produit, c'est l'intersection de tous les problèmes des autres. Donc, autant dire qu'il y a un intérêt à ce qui marche bien. Le souci qu'on a eu assez récemment, le mois dernier, c'est DataGouv qui était down pendant une demi-journée. Donc, voilà, effet domino, on est down pendant une demi-journée. Donc voilà, on a intérêt à ce que les autres fonctionnent bien. Voilà, donc quelques références que vous pourrez retrouver sur les slides. Et voilà, merci de votre attention. Et si vous avez des questions, il y a peut-être le micro qui se balade et n'hésitez pas. Du coup, merci pour la présentation. Et j'ai pas fait gaffe, vous utilisez quelque chose pour la cartographie en elle-même? Alors alors pour le rendu de la cartographie, c'est MapLibre, donc c'est un Ok. C'est un libre open outil source cool. pour afficher des cartos, et on utilise le fond de carte de Etalab, donc qui est fait par l'État et qui a l'avantage d'être tout en français et très bien fait, et en SVG, donc voilà, Ok, c'est vraiment excellent. tout ce qu'on veut. Merci pour la présentation. Tu as mentionné un Windows XP au fin fond d'une administration. Oui. Vous êtes compatible Chrome 49? Je sais pas, j'ai pas testé, je pense pas. Mais en tout cas, pour l'instant, en fait, nous vraiment, on se base sur les retours utilisateurs et on n'a pas eu encore le retour utilisateur de votre carte, elle est trop, voilà, elle prend trop de trucs, j'arrive pas à l'afficher sur ma machine. Ça veut pas dire que c'est pas produit, mais en tout cas, c'est pas arrivé jusqu'à nous pour l'instant, donc c'est pas trop un souci, on va dire. Enfin, tant qu'on l'ignore, c'est pas un souci. Si vous voulez, pendant la phase de questions, on va afficher normalement un QR code avec l'open feedback pour faire des feedbacks à nos deux speakers du soir. Donc n'hésitez pas à scanner et saisir rapidement vos feedbacks. Si demain vous avez besoin absolument de développer un back, et comment est-ce que vous avez prévu le fait que tous les utilisateurs actuellement seront en train de taper sur différentes sources et l'intégration en fait sur leur site, comme vous nous avez montré avant? En fait, en fait, ça nous va bien que la marque blanche elle soit facile à intégrer, et on voudrait surtout pas que le jour où on fait une API, ce soit plus possible. On va toujours conserver ce mode d'intégration là, en fait. Et donc, si un jour, et puis aussi, alors ça c'est le premier point. Et deuxième point, en fait, vu que c'est publié sur NPM avec un numéro de version, en fait, tout est versionné. C'est-à-dire que à partir du moment où l'utilisateur l'intègre un jour, en fait, la question, je pense, elle serait juste, je vais juste l'orienter un peu, c'est si jamais le schéma de données des lieux de médiation numérique évoluait dans le temps. Et donc, dans ces cas-là, les données qu'on a transformées ou que quelqu'un aurait transformées de son côté sans nous dire, aurait intégré la carte de son côté, et en fait, les nouvelles versions qu'on produirait de la cartographie ne seraient plus compatibles et on aurait des soucis. Et donc ça, voilà, la réponse, c'est ce que j'ai dit avant, c'est que le fait que tout est versionné par le système NPM, ça fait que au jour J, quand la cartographie est intégrée, elle fonctionne avec le jeu de données qui correspond. Merci. Ouais, j'aurais juste une question sur le cheminement que vous avez eu pour d'abord publier sur DataGouv. Pourquoi est-ce que, vu que vous aviez un fichier JSON, pardon, vu que vu que vous génériez déjà un fichier JSON, pourquoi est-ce que vous l'exposez pas avec, vous le publiez pas juste sur un bête serveur et il est accessible comme ça, sans avoir vraiment un back-end à proprement parler? Au début, effectivement, c'est ce qu'on faisait. En fait, la première version du fichier JSON, enfin les deux premières versions, donc la version avec les données de résine et la version avec les données donc des conseillers numériques qu'on avait formatées, c'était hébergé sur notre S3, juste à côté des sources du site. Et en fait, on a plutôt choisi DataGouv parce qu'il y a tout l'aspect ouverture des données, donc open data, dont on veut bénéficier. Et d'ailleurs, ce serait une solution en fait à un problème dont j'ai parlé, c'est si DataGouv tombe, on tombe aussi. En fait, on pourrait très bien régulièrement faire une copie des données qui sont sur DataGouv, les mettre sur notre serveur, et puis servir ce qui est sur notre serveur qui ne tombe pas trop. C'est un S3 99,99999% de hub, donc globalement, ça va à peu près. C'est juste que DataGouv ne tombe pas assez suffisamment pour nous embêter à ce point-là, voilà, on préfère faire autre chose. Ok, merci. J'arrive. Je sais pas qui était avant.
Merci. J'ai vu que le projet était sur GitHub. Est-ce que du coup le code est ouvert à des contributions et du coup comment c'est géré Alors oui, le code est open source. En fait, tous les produits BetaGouv sont open source et même de manière générale, c'est légal au niveau du gouvernement que ce qui est créé et doit être créé open source. En fait, c'est plutôt si on veut fermer les sources, il faut justifier pourquoi on a besoin de fermer les sources. Donc voilà, tout est open source et tout est bien sûr ouvert à la contribution. Ma question c'était plus sur la validation. Quelles sont les fonctions qui sont, enfin, quelles sont les évolutions que vous allez autoriser et quelles sont celles que vous allez refuser dans le. Demain, j'ouvre une PR, je change le style, je mets des couleurs dégueulasses. Qui c'est qui va trancher en disant on aime bien ou on n'aime pas quoi. Alors ça ne nous est pas encore arrivé, donc on s'est juste pas posé la question. Mais je pense que pour les couleurs, on en parlerait avec notre designer. Et puis surtout qu'en fait, dans le système qu'on a prévu, alors je ne vais pas montrer parce qu'il faut pas que ça dure trop longtemps non plus, mais on a tout un système de customisation justement parce qu'on sert en marque blanche, mais on voudrait que quand ça s'intègre avec les couleurs du site qui l'intègre. Et donc en fait, on a un système qui permet de venir, pour l'instant, juste changer la variable SCSS de la couleur primaire, mais à terme, on pourrait lister d'autres variables pour pouvoir justement avoir des variations. Mais après, peut-être que l'exemple c'était pas sur cet exemple-là, entre guillemets, ça pourrait être sur l'ensemble des fonctionnalités. Après, je pense que ce serait une décision d'équipe. En fait, s'il y a une fonctionnalité qui nous arriverait, on essaierait de juger de la pertinence en fonction de l'équipe, puis on ferait un retour à l'utilisateur si c'est pas pertinent, enfin, à la personne qui a contribué, si c'est pas pertinent, on lui expliquerait pourquoi, et puis si c'est pertinent, c'est intégré avec plaisir. Et aujourd'hui, du coup, vous avez déjà des contributions open source Non, pour l'instant, on n'a pas eu de contribution open source sur le sujet. Alors, on a essayé de développer un commun numérique avec Resin qui n'a pas perduré dans le temps parce que c'était trop contraignant pour nos deux projets de maintenir cette bibliothèque-là. En revanche, ce qu'on a fait comme bibliothèque qui là peut avoir plus de sens pour tout le monde, c'est qu'on a vraiment extrait le métier de la définition du schéma de standard des lieux de médiation numérique et on a fait ça dans une bibliothèque pure JS, enfin TypeScript, sans rien autour, sans aucun framework. Et donc ça peut être partagé et contribuer à toutes les personnes qui voudraient adopter ce standard, et toutes les règles de gestion qui sont incluses dedans. Okay, merci. Et peut-être la dernière question. Oui, la question que je me pose, c'est... Donc là, la présentation a commencé par le fait que c'est parce que vous aviez une petite équipe que vous avez dû vous adapter et donc réaliser ce que vous pouviez avec ce que vous pouviez. S'il fallait revenir en arrière avec une équipe 2 fois plus grosse, est-ce qu'au final, vous auriez fait autrement ou est-ce que là, ce que vous avez réussi à obtenir fonctionne largement et donc comme quoi, en fait, on peut réaliser parfois, par la limite, par la contrainte, on peut réaliser quelque chose qui est pas mal fonctionnel ou est-ce qu'il faudrait refaire ? C'est compliqué de répondre. En fait, aujourd'hui, je suis plutôt content du système qu'on a. En fait, donc je pense que avec la connaissance que j'ai aujourd'hui, si je revenais en arrière, je pense que je ferais pas autrement. Mais moi, en fait, j'ai toujours couru après l'idée de demain, je vais avoir besoin d'une API. Quoi. C'est juste vraiment temporaire. Et en fait, au bout d'un an, je me suis rendu compte que j'étais bête de penser comme ça au départ. Mais vraiment, donc au début, pour répondre à la question, je pense que avec une équipe plus grosse, je pense qu'on serait plus facilement, on aurait glissé plus facilement vers une API parce que j'avais cette idée-là en tête en permanence, quoi. Là, je l'ai toujours, mais un peu moins, parce que je vois que ça marche bien quand même. Ok, merci à tous. Pensez à scanner ce QR code et remplir le formulaire, ça prend 2 minutes. Et puis merci à nos speakers, merci aux sponsors, et on passe à l'apéro.